Bonjour. Donc, il y a 5 chapitres. Il y a le titre, c'est GPS et paysages, à la fois se perdre et se retrouver. Pour quelle raison j'ai choisi ça? C'est en rapport avec ce que Paul Virilio indique dans La vitesse et l'accident. Et là, je pense que l'accident vient beaucoup de la perte de l'autonomie par la robotisation. Et le GPS fait partie de ces outils de la robotisation. Donc, 5 paragraphes, on peut dire comme ça, les guides et le voyage. Deuxièmement, la réalité du terrain, soit visuelle, soit fonctionnelle, soit avec ses aléas. Troisièmement, l'accident par l'obéissance. Quatrièmement, le cheminement par incitation. Et enfin, 5, se perdre et se retrouver. Donc, je commence par la question du guide. Quand je pars en voyage personnellement, jamais je ne prends de guide. Dans un pays que je ne connais pas, ce que je veux, c'est être surpris par ce que je ne connais pas. Donc, il ne faut pas que j'ai été préparé à lire quelque chose qui a déjà été décrit. Moi, je veux pouvoir le vivre, le ressentir et éventuellement plus tard, et c'est ce que je fais la plupart du temps, lire dessus et j'achète le guide au retour. Là, je vous montre un petit futé, un guide qui vient sur l'Arménie. On voit une jolie architecture, tout va bien. Et les deux petits euh, futés, hein, qui sont des renards, qui se promènent, mais qui lisent le guide en même temps. Et je ne suis pas sûr que ce soit exactement la meilleure façon de faire, même si c'est un bon guide, hein, la question n'est pas là. Mais on est en même temps téléguidé. Et ça, c'est pas du tout la façon que j'ai, moi, personnellement, d'aller à l'aventure ou en tout cas à la découverte du paysage. Sur une carte géographique, c'est cette image-là, on voit déjà beaucoup de choses avec une certaine distance, évidemment avec la lecture IGN, je dirais cartographique, avec les routes en rouge, là je les surligne en noir, c'est parce que je les ai empruntées et que je ne veux pas repasser par les mêmes chemins, donc quand je fais ça, c'est parce que je veux changer de route lorsque je repasse dans la même région. Mais ce qu'on voit aussi, c'est certaines formes de bâtiments importants, les châteaux, je ne sais pas, les boisements, l'eau. Enfin, il y a une série d'informations. Une série d'informations qui n'existent plus du tout lorsqu'on a le GPS. Le GPS, c'est une flèche qu'on suit et on obéit. Et la cartographie autour du GPS, elle est plate, il n'y a pas d'infos, il n'y a même pas de paysage par conséquent, c'est mort. Et donc, on devient juste un robot obéissant. Alors, ce n'est pas ma façon de voyager ni de percevoir le paysage, évidemment. La photo qui suit est un bateau. C'est ceux qui traversent le monde entier avec des milliers et des milliers de passagers touristes qui, eux, sont pris dans un système qui les oblige à regarder ce que l'on leur dit de regarder, et tous en groupe. C'est le tourisme industrialisé avec en gros le bateau lui-même comme étant un GPS qui n'a qu'une route. Donc j'ai voyagé personnellement autrement, j'ai même été obligé de faire des cartes parce qu'il y avait des endroits où je n'avais pas la possibilité de faire tout le tracé. Par exemple ici, quand je suis revenu après le service dit de coopération de, de l'Amérique centrale pour faire un tour en Amérique du Sud et repartir. Et si j'ai fait ça, c'est simplement pour me repérer plus sur une carte mondiale. Là, pour le coup, on n'est pas vraiment à l'échelle du GPS, c'est une affaire entendue. Et puis je sais, je le dis parfois, souvent, voilà la carte du monde. Et les tracés que j'ai pu faire, mon bilan carbone n'est pas bon. Ça, j'en ai conscience. Je pense que maintenant, ça se calme, mais enfin, je pense qu'il faut qu'on voit les choses aussi autrement en général. Même si le voyage est quelque chose d'extrêmement important, je dis souvent que c'est ce qui permet de savoir où on habite quand on revient. Donc, voyager de différentes façons. J'emprunte ici à Thierry Fontaine, l'artiste qui a fait cette photo, le mécanisme du stop. Il tient dans la main un panneau où il y a marqué seul, ce qui est évidemment très émouvant, très, très perturbant aussi. Mais ça veut dire qu'on n'est pas
facilement dans la possibilité d'être dans la solitude lorsque l'on est en voyage. On est en rapport avec la plupart du temps des gens. Aujourd'hui, ça devient un peu plus difficile. Dans ce qui est la réalité du terrain, on a deux visions ou trois qui sont possibles. Une qui est ce que l'on voit, qui est visuel, une qui est plus fonctionnelle et qui va nous attirer pour aller sur ce chemin. Là, dans cette photo qui montre un jardin classique avec des grandes perspectives, on a évidemment une percée visuelle dans la forêt, on ne voit que ça, on n'a pas le choix. Ça coïncide en même temps avec un cheminement mécanique, la possibilité d'aller. Mais dans d'autres cas, là je montre la seule ligne droite qui traverse le domaine du Rayol dans le Var, c'est une percée visuelle. On peut aussi l'emprunter mécaniquement, mais elle n'est pas faite pour ça. Donc on a cette possibilité double de marcher ou pas, qui est quelque chose de évidemment très important. Je reviendrai là-dessus avec le principe même du cheminement par incitation. Là, on traverse une forêt, le domaine du Rayol, qui est un maquis boisé, très important, et dans un jardin beaucoup plus petit, une échelle vraiment minuscule par rapport au Rayol, ce tracé vert qui est central et qui est assez construit dans l'espace, parce que c'est face à une façade 18e, donc c'est une logique de la construction dans la symétrie. Le fil vert qui est là, en réalité, est purement visuel. Là, pour le coup, on ne marche même pas dessus, c'est, je dirais, presque interdit. Tout ça pour aboutir finalement dans l'eau. Donc, le chemin qui nous obligerait à plonger est sans doute pas la meilleure solution, même si on a envie de prendre un bain, ça dépend de la chaleur. Enfin, le climat change, on est à Paris là. Hein. Alors peut-être que finalement, ce ne serait pas une mauvaise idée. Mais la réalité de terrain est quelquefois quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe, avec photos aériennes comme celle-ci qui montre un semblant de relief, en tout cas une répartition organique des masses boisées, de l'eau, des chemins. On les voit, les chemins, bien sûr, mais c'est pas ça qui domine. C'est pas ça qui fait qu'on va forcément passer par là. Si on était un oiseau, on le ferait évidemment pas du tout. Un poisson, peut-être, et encore, c'est pas sûr, mais bien qu'on soit un peu canalisé, puisque c'est une rivière, on est dans le massif central. On peut représenter cette réalité avec quelque chose d'autre qui n'est pas du tout lié au cheminement et très très éloigné de la question même de l'urgence de cheminer, de la course, de la vitesse. La vision du tiers paysage dans l'estuaire de la Loire, c'est ici le dessin qui est représenté entre Nantes et Saint-Nazaire, montre quelque chose de beaucoup plus lié à une répartition de l'incertitude végétale, quelque chose où il n'y a justement pas de construction et où le GPS lui-même n'aurait aucun sens. Là, je me sers d'une photo pour illustrer ça de Franck Gérard, qui est un artiste qui habite Nantes d'ailleurs, où on voit une moto qui traverse une zone humide et on ne sait plus où est le chemin. Est-ce que c'est pas ça finalement qui nous conviendrait le mieux? De temps en temps, il y a des chemins qui disparaissent accidentellement, temporairement, quelquefois durablement. À l'île de la Réunion, comme ici, où la lave est venue couvrir complètement la route, on ne peut plus passer. C'est fini. Qu'est-ce qu'on fait avec ce GPS? Rien. On recule, on va dans l'autre sens. Et on n'a pas besoin du GPS pour ça. Donc, je me pose ces questions qui sont l'obéissance et les conséquences de l'obéissance. Est-ce que l'on doit suivre les chemins que l'on nous demande de suivre, la flèche qu'on nous demande de suivre, les indications sur la route? Ici, je montre une image qui m'avait beaucoup plu sur l'île d'Aix, où on avait piqué au milieu de nulle part, enfin si, au bord de la rive quand même de l'île, elle est petite, des flèches indiquant toutes sortes de régions dans le monde, avec Madagascar ici, la Guyane là-bas. C'était finalement pas mal comme idée, parce que ça nous donnait une sorte d'image à une échelle planétaire et pas du tout dans une obligation de prendre ces chemins, parce qu'on ne peut même pas d'ailleurs, techniquement. Et puis là, la question que le chien que l'on voit ici se pose, il est sur ses quatre pattes au sol,
Et il y a deux images qui sont destinées à lui, une où il a l'autorisation de passer, l'autre où on dit les vélos sont interdits. Mais lui, il se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ces ordres? Qu'est-ce que ça signifie? Et cet animal qui nous regarde au-delà de la haie, c'est une vache, hein, elle se demande aussi qu'est-ce qu'on veut, pourquoi elle a un numéro. Donc on est dans la question même de l'obéissance, et je ne suis pas sûr que ce soit une façon de vivre, ou en tout cas de percevoir le paysage et de vivre son émotion. Ici, ce panneau respecter les pelouses, divagation des chiens interdites m'avait rendu complètement dingue, parce que là, vraiment, je trouvais qu'on allait au-delà de ce qui était, j'allais dire, humainement possible et vivable. En réalité, il s'agit bien sûr de notre relation humaine aux animaux. Mais après, ce dessin humoristique m'avait bien plu. C'est un montage, évidemment, où on voit les chiens les uns derrière les autres, attendant qu'il y en ait un qui finit de faire son offre biologique auprès d'un arbre. Bon, d'accord. Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit faire la queue, comme on le fait aujourd'hui, pour tout? Pour acheter, pour dépenser, pour marcher, pour tout? Parce qu'on est soumis à la robotisation. Et le Covid nous y mène avec encore plus de violence. L'accident lui-même, comment arrive-t-il? Est-ce que par hasard, il n'arriverait pas par et à cause de l'obéissance? Là, bon, c'est une photo assez monstrueuse, hein, où on voit cet handicapé en chaise roulante qui suit une pente et qui va être mangé par un crocodile. C'est un dessin, c'est un panneau qui existe vraiment en Afrique du Sud, un peu inquiétant, enfin bon, parce que là-bas, il y a des crocodiles, hein. Mais est-ce que par hasard, le GPS n'aurait pas indiqué le chemin pour aller voir le crocodile à cet endroit, justement? Sauf que ce n'est pas valable pour tout le monde. Sur celle-ci, où on est en Australie, qu'est-ce qui s'est passé? L'accident a eu lieu. C'est finalement la voiture, hein, qui est en mauvais état. La vache, le gros bœuf, on ne sait pas ce que c'est, une vache, n'est pas du tout impactée. Étrange. Mais enfin, c'est une possibilité. Là, par contre, c'est impossible. Attention, chute de vache, là, c'est un panneau que j'ai trouvé sur le t-shirt d'un étudiant qui m'avait bien amusé, d'accord, mais qui indiquait quelque chose qui rend l'impossible possible. Les vaches n'ont pas la, la, disons, le comportement naturel d'aller se jeter dans un précipice. Mais les humains non plus, sauf quand on leur dit qu'il faut y aller et quand on les oblige à le faire. Et le GPS peut le faire. Derrière chez moi, il y a un chemin qu'on voit sur cette image entre les maisons qui arrive dans le boisement. Il n'a jamais été emprunté par des véhicules, sauf pour la desserte de ces deux maisons. Et au-delà, il s'en va, c'est pour les piétons. Il traverse une zone humide. Depuis le premier confinement, le GPS, on ne sait pas qui a donné ces ordres, indique qu'il faut passer par là. Le nombre de véhicules qui se sont embourbés est très important, avec des gens, des familles et tout, et il faut aller chercher des tracteurs pour les sortir de là. Heureusement, ce n'est pas un précipice. Mais ça pourrait, après tout, hein. Donc on voit ici comment ces véhicules traversent cette zone et se perdent. Donc je pense qu'il vaut mieux penser, réfléchir et peut-être désobéir en disant je prends mon chemin. Comme cet éléphant dans New Delhi, j'avais beaucoup aimé ça. Les voitures sont obligées de le contourner. Ou ces jeunes Mexicains qui traversent le mur entre Tijuana et San Diego, parce que c'est interdit, mais seulement on peut quand même le traverser. Donc il y a toujours des possibilités finalement pour désobéir tranquillement. Enfin là, étant donné l'espace entre chacune des barres, les gens qui sont un peu chargés ou un peu trop gros ne passent pas, mais les autres, oui, les enfants s'amusent bien. Alors je termine par le cheminement par incitation, ce qui serait pour nous une manière de vivre avec ou sans accident. La question n'est finalement pas tellement là, mais avec notre émotion et notre manière de nous comporter sans être téléguidés et robotisés. On voit un puya qui fleurit sur une colline. On n'avait jamais vu ça. On est au Chili, on se promène. Ben là, il faut aller de plus près. On est attiré. Est-ce que depuis ce puya, on ne va pas voir quelque chose d'autre, finalement, un bâtiment à travers lequel une vision qu'on n'avait pas du tout prévue apparaîtrait? Est-ce que de loin en loin, un relief étonnant qui traverse la ligne d'horizon, ça c'est la tour à eau dont j'étais l'auteur et l'équipe qui l'a construite, mais elle est devenue un amer, une sorte de point
qui est repérée par pas que les touristes, et qui se voit d'assez loin, bien qu'elle ne soit pas finalement si haute. Elle est sur la ligne du partage des eaux et elle fait partie du cheminement par incitation avec beaucoup de puissance. Ça peut aussi être des étrangetés. Une chose aussi extraordinaire qu'un arbre qui tourne avec cette force-là de soutènement dans le vide, c'est un jeune chêne, enfin pas si jeune que ça, mais qui a supporté l'anémomorphose, enfin par anémomorphose, la force du vent de la l'index, justement. Donc c'est extraordinaire, ben on y va, on est attiré et on change de chemin rien qu'à cause de ça. Ou quand on voit les chèvres dans le Caroubier au Maroc. Là, on ne peut pas ne pas être surpris, on s'arrête et bon, on est piégé quelquefois par ceux qui sont les gardiens et qui demandent un peu d'argent, mais c'est pas grave. Donc dans les projets que j'ai pu faire et travailler avec des étudiants, il y a des endroits comme ici le pied de l'escalier jardin qui s'appelle comme ça, à La Eken à Bruxelles, où il y a une offre de diversité de cheminement pour ceux qui descendent, pour ceux qui montent, c'est le contraire. Et c'est à eux de faire le choix. On ne leur dit pas, vous allez tout droit au supermarché par un petit sentier obligatoire. C'est différent. Il y a quelquefois des passages étroits comme ceux-là, qui sont des incitations un petit peu plus contraignantes, mais parce qu'il n'y a pas de choix, parce qu'autour c'est dangereux, humide. Là, c'est un peu plus ouvert. On est dans un sous-bois. C'est les étudiants du lycée Jules Rieffel qui ont travaillé là-dessus. Ils sont même allés jusqu'à ouvrir des sentiers dans les ronces. Là, on voit comment ils se sont pris. Aujourd'hui, ça a disparu parce que c'est éphémère, mais c'est pas gênant. Et là, pareil, dans la strate herbacée, cheminement par incitation, mais fabriqué. Et donc, une invitation avec une matérialisation au sol. C'est pas toujours obligé. Il y a juste un appel, comme ici, par exemple, les végétaux qui sont taillés au point que ça devienne une sorte de sculpture vers laquelle tout le monde va aller. Dans ce lieu qu'ils appellent le chaos, finalement, plein de gens se rendent là sans qu'on ait demandé et il n'y a pas de chemin tracé. Là, il y a juste une invitation, une fenêtre horizontale rouge. On vous dit regardez, mais on vous dit vous pouvez passer aussi. Et donc, il y a quelqu'un qui est intervenu, mais c'est vous aussi qui intervenez. Ça n'est pas que par la vue. Là, je vous montre une cascade au Chili, mais nous ne l'avions pas vue. Nous étions en groupe, nous l'avions entendue, et pour nous, pour la voir, il fallait qu'on aille se positionner, quasiment couché au bord du ruisseau de cette façon pour le voir couler et voir la chute de loin. Mais c'était le son qui nous avait attirés. Un paysage est perceptible par la totalité des sens, c'est pas uniquement ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Se perdre, alors je finis par se perdre et se retrouver. Au domaine du Rayol, où il y a un jardin qui fait à peu près 7 hectares dans 20 hectares, on peut se perdre dans les 20 hectares en question. Et c'est quelque chose qu'on indique. Vous voyez, ici, il y a des chemins sur la carte. Il y a la ligne droite dont je parlais au début, puis il y a plein de sentiers qui tournent. Mais en fait, il n'y a pas de fléchage. Et on peut vous dire, allez comme vous voulez. Et même, on peut traverser sans forcément utiliser un chemin. Bon, c'est pas forcément recommandé quand on traverse, quand il y a des plantes qu'on veut protéger. Mais la plupart du temps, ça se passe très très bien. Et se perdre permet à ceux qui sont dans ce jardin de découvrir et apprendre beaucoup plus facilement que s'ils étaient téléguidés. Se perdre, il y a eu des mises en scène de ça, au lycée Jules Rieffel aussi, avec les étudiants, donc je vais finir là-dessus, qui, eux, ont beaucoup aimé ce labyrinthe qu'ils ont fabriqué. Ils en ont même fait une carte de vœux, on les voit ici, il y a 2 ans, avec juste leur tête dépassant du labyrinthe taillé. Et ça les amuse, hein. Mais c'est peut-être, ils ont choisi ça, parce qu'ils avaient aussi envie de se perdre. Alors il y a quelque chose qui est téléguidé dans le labyrinthe, mais on se perd quand même, c'est très intéressant. Et là, c'est un autre groupe d'étudiants se sont rassemblés dans une barque, ça c'est chez moi, qu'ils ont remontée, elle était morte, hein, elle était coulée, mais plutôt que de se trouver au fond de l'eau, ils en ont fait une sorte de support dans lequel ils se sont tous rassemblés. Et ce qu'ils disent est très intéressant. Et c'est marqué surfant sur la vague du design, en quête du diplôme au trésor, etc. Nous avons bravé tempêtes et ouragans à contre-courant du mainstream, j'aime bien l'idée, et résistant aux sirènes de la consommation.
Ça me paraît fondamental. On n'est peut-être pas mal ramé dans cette galère, disent-ils. Cependant, guidés par de vaillants capitaines, bon ça ils sont gentils, nous sommes arrivés à bon port et maintenant on a le vent en poupe. Ça me fait penser à tout ce qui se passe en ce moment où les jeunes ont une conscience bien plus élevée que celle que nous avions à leur âge sur les questions de l'environnement, de la consommation, du modèle économique, du cheminement et de l'accident éventuellement. Voilà, 2 images pour finir. Celui qui conduit en rêvant. C'était des dessins que je faisais quand des réunions trop ennuyeuses. Mais là, on voit bien que finalement, il est content. Et enfin, celle-ci, qui est les traces, un matin me levant, sur le Vélux. Il y avait eu dans la nuit un épandage de pollen et était passé un ou plusieurs escargots, je ne sais pas, je ne les ai pas vus, mais j'ai vu les traces. Et on voit le chemin, et on voit les hésitations, et on voit qu'ils s'en sont sortis. Ils sont toujours vivants, enfin je ne sais pas s'ils sont toujours vivants parce que ça fait un petit moment, mais ils ont traversé cette phase particulière qui est celle du cheminement sans GPS. Voilà, je vous remercie de votre attention.